Mesdames, Messieurs, nous savons tous que nos systèmes éducatifs africains ont accompli un effort considérable de scolarisation. Aujourd'hui, la grande majorité des enfants fréquentent l'école primaire et de plus en plus accèdent au collège puis au lycée. Mais cette réussite quantitative s'accompagne d'un défi majeur, la qualité des apprentissages. Cette présentation porte sur la remédiation scolaire, c'est-à-dire l'ensemble des dispositifs qui visent à aider les élèves en difficulté et plus particulièrement sur ce qui se fait aujourd'hui en Afrique au niveau du collège. L'objectif est double. D'une part, présenter un panorama des initiatives et des développements en cours, et d'autre part, en tirer des enseignements opérationnels pour le pilotage que vous exercez en tant que cadre d'une direction centrale ou régionale, qu'inspecteur, conseiller pédagogique, chef d'établissement ou partenaire impliqué dans ces enjeux. On parle désormais d'une crise de l'apprentissage sur le continent. Les évaluations nationales et internationales convergent. Une proportion importante d'élèves n'atteint pas les niveaux attendus en lecture, en mathématiques, en sciences. Ce phénomène n'est pas réservé aux primaires. Les élèves arrivent au collège avec des acquis très fragiles et le premier cycle du secondaire devient un entonnoir. Accumulation de lacunes, incompréhension des contenus, démotivation, redoublement et parfois décrochage définitif. Les inégalités se creusent entre zones urbaines et rurales, entre milieux favorisés et défavorisés, entre établissements bien dotés et collèges isolés. Dans ce contexte, la remédiation ne peut plus être pensée comme un simple soutien scolaire à la marge. Elle devient un instrument stratégique pour sécuriser les parcours, restaurer la confiance des élèves et maintenir la promesse d'égalité des chances. De quoi parle-t-on exactement lorsque nous parlons de remédiation? J'utiliserai une définition simple. La remédiation désigne des interventions pédagogiques ciblées, mises en place pour permettre à des élèves identifiés comme en difficulté de dépasser des obstacles précis. Elle repose toujours sur un diagnostic, résultat d'évaluation, analyse d'erreurs, observation de classe. Sans ce diagnostic, on se contente de refaire des exercices sans toucher au cœur du problème. On peut distinguer trois formes complémentaires. La remédiation a posteriori, organisée après une évaluation, la remédiation anticipative, qui prépare en amont les élèves les plus fragiles à rencontrer une notion à risque, la remédiation intégrée, qui relève de la différenciation en temps réel au fil du cours. Ces formes s'inscrivent dans le cadre plus large de la pédagogie de la maîtrise. L'idée que, si l'on ajuste le temps et l'étayage, une grande majorité d'élèves peut atteindre les objectifs fixés. Ces questions du temps donné aux apprentissages, et notamment le nécessaire temps d'entraînement sur des compétences en cours de construction et des différentes formes d'étayage à caractériser et à implémenter dans l'organisation des enseignements-apprentissages, sont évidemment centrales. Quand on met en regard les diverses expériences africaines, on retrouve un socle de principes communs. Le premier, c'est le travail au niveau réel de l'élève. Il ne s'agit plus de supposer que tous les élèves de 6e sont au même niveau, mais de mesurer les compétences effectives en lecture, en calcul, en compréhension. Le second principe consiste à regrouper les élèves en fonction de leurs besoins, au moins pendant certains temps, petits groupes homogènes de niveau pour retravailler une compétence, ou au contraire, groupes flexibles pour favoriser l'entraide. Troisième principe, les activités de remédiation sont très guidées, interactives, parfois ludiques, loin du simple exercice de répétition. Elles mobilisent fortement l'écrit, parfois l'oral, le plus souvent la coopération entre pairs. Enfin, les dispositifs les plus solides s'appuient sur un suivi régulier des progrès. On mesure l'effet des séances de remédiation, on ajuste, on documente. C'est ce qui permet de convaincre les décideurs et de justifier une mise à l'échelle. La Côte d'Ivoire est au cœur de cette dynamique, en particulier à travers 3 dispositifs qui dialoguent entre eux. D'abord, le programme d'enseignement ciblé, adaptation nationale de l'approche Teaching at the Right Level. Il consiste à évaluer le niveau réel des élèves, à les regrouper par compétences en lecture et en calcul et à leur proposer des activités intensives de remédiation. Les résultats observés dans les écoles pilotes ont été spectaculaires, ce qui a justifié l'extension rapide du programme
à près d'1 millier d'écoles. Ensuite, le programme TREC, qui agit comme une plateforme multi-acteurs dans les communautés cacaoyères. État, entreprises, fondations, ONG. TREC cofinance et accompagne des innovations pédagogiques, dont le PEC, et travaille à leur intégration dans les politiques nationales. Enfin, le laboratoire de mise à l'échelle en temps réel, le RTSL, hébergé au ministère, qui accompagne la montée en puissance de ces solutions. Il documente ce qui fonctionne, identifie les ajustements nécessaires, organise un apprentissage collectif. Ces 3 dispositifs illustrent ce que peut être une politique de remédiation pensée comme système, soutenue par le ministère, les partenaires et les communautés. Un deuxième ensemble de dispositifs institutionnalisés articule remédiation scolaire et lutte contre le travail des enfants, notamment dans les zones de production du cacao. Les systèmes de suivi et de remédiation du travail des enfants visent d'abord à repérer les enfants engagés dans des activités dangereuses, puis à mettre en place une remédiation qui comprend très souvent un volet scolaire, distribution de kits, inscription ou réinscription à l'école, classe passerelle, suivi dans le temps. Les évaluations montrent qu'une part importante des enfants sortent des travaux dangereux grâce à ces dispositifs. Mais elles montrent aussi le risque de récidive si le soutien scolaire et social n'est pas maintenu. Pour le secondaire, cela suggère que la remédiation doit être pensée non seulement en termes de pédagogie, mais aussi comme une politique d'équité. Comment l'école peut-elle offrir une deuxième chance à des adolescents qui ont travaillé très tôt, qui ont interrompu leur scolarité, qui portent des responsabilités familiales? À côté de ces grands programmes, la littérature fait ressortir une multitude d'initiatives locales. On trouve d'abord le tutorat par les pairs. Des collégiens plus avancés accompagnent leurs camarades dans des clubs d'études, des sessions de révision, parfois sous la supervision d'un enseignant. Ces dispositifs renforcent l'engagement, créent une culture d'entraide et peuvent être mis en place avec peu de moyens. Viennent ensuite les classes passerelles ou dispositifs de rattrapage, qui propose un cursus accéléré à des élèves en retard ou en décrochage, avec une remédiation intensive visant la réintégration au collège ordinaire. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, des équipes pédagogiques itinérantes sillonnent les zones rurales, apportent un soutien ponctuel aux enseignants, distribuent du matériel, organisent des séances de remédiation. Ainsi, au Burkina Faso, par exemple, on a vu il y a quelques années se développer des approches sociodidactiques, des plans de remédiation en français qui tiennent compte des langues locales et des interférences dans une approche comparative. C'est un point essentiel pour le collège, où le français est langue d'enseignement des disciplines. Le 4e type de dispositif repose sur le numérique et les solutions hybrides. Dans plusieurs pays, des applications mobiles et des plateformes d'exercice permettent aux élèves de retravailler, à leur rythme, certaines compétences en français ou en mathématiques. Les contenus sont parfois disponibles en plusieurs langues, ce qui facilite l'appropriation. Les groupes WhatsApp éducatifs ont été massivement utilisés pendant les fermetures d'écoles lors de la crise du Covid. Ils servent aujourd'hui à partager des exercices de remédiation, à maintenir le lien avec les élèves absents, à diffuser des consignes. Parfois, les programmes de radio et de télévision scolaires, conçus à l'origine comme une réponse d'urgence, sont progressivement intégrés comme ressources de remédiation, en particulier pour les collégiens qui disposent de peu de manuels. Ces outils offrent de belles opportunités, mais ils posent aussi des questions. Accès à l'électricité, disponibilité des terminaux, coût de la connexion, mais aussi capacité des enseignants et des encadreurs à intégrer ces ressources dans un parcours cohérent de remédiation. Plus récemment, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative a considérablement modifié l'usage de ces technologies numériques dès lors qu'elles sont mises réellement au service des acteurs de l'éducation. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de vous présenter des assistants conçus pour appuyer le développement de ressources nécessaires à la mise en œuvre de dispositifs de remédiation. De ce panorama, plusieurs facteurs de réussite se dégagent. Le premier, c'est l'existence de partenariats structurés et d'un leadership clair du ministère.
lorsque l'État porte la vision et que les partenaires se coordonnent, la remédiation peut passer du statut de projet ponctuel à celui de politique publique. Deuxième facteur, la formation et l'accompagnement des enseignants. Sans un travail spécifique sur l'analyse d'erreurs, la réorganisation des enseignements-apprentissages, travaux individualisés, travaux de groupes hétérogènes, tutorat interâge, la participation au développement de ressources pour la mise en œuvre de la remédiation, la meilleure des ressources restera le plus souvent sous-utilisée. Troisième facteur, l'appui sur des données probantes. Les décisions de mise à l'échelle du PEC, par exemple, ont été possibles parce que ces effets avaient été mesurés de manière rigoureuse. Enfin, les programmes efficaces se caractérisent toujours dans le cadre d'un droit à l'expérimentation, par une forte capacité d'adaptation contextuelle. On teste, on apprend, on partage, on ajuste. Le RTSL ivoirien est une formalisation de cette logique d'apprentissage continu. Mais il serait illusoire de présenter ces initiatives sans évoquer leurs limites. D'abord, la question du financement. Entre la phase pilote et la mise à l'échelle, beaucoup de programmes tombent dans ce que l'on appelle la vallée de la mort. Les ressources se tarissent, la qualité se dégrade, dans des formations pyramidales peu à peu déconnectées des équipes porteuses des innovations, et au final, une démobilisation prend le pas. Ensuite, la complexité des partenariats, qui sont cependant absolument nécessaires, et la lenteur des procédures administratives, et la surproduction de normes peuvent parfois freiner les innovations. Une trop grande dépendance à des financements extérieurs fragilise la durabilité des dispositifs de remédiation. Au niveau des établissements, les enseignants dénoncent souvent la surcharge de travail, surtout lorsque la remédiation est ajoutée sans aménagement des emplois du temps, ni priorisation claire. Enfin, les inégalités territoriales persistent. Les collèges urbains et bien dotés bénéficient plus facilement des innovations, tandis que les établissements ruraux ou à double flux restent souvent à l'écart. Pour les corps d'encadrement, le défi est justement d'anticiper ces obstacles, de les documenter et de les réguler en équipe dans le cadre de concertation. À partir de ces enseignements, quelles pistes concrètes pour le collège ivoirien? Première piste, élaborer des ressources nationales de remédiation pour le collège en français, mathématiques et sciences. Ces ressources combinent des fiches d'activité graduées et des guides à l'attention des enseignants avec des indications précises pour le développement du travail en autonomie des élèves. Deuxième piste, développer des modules de remédiation anticipative sur les notions les plus à risque des programmes de physique-chimie et de SVT, optique, électricité, réactions chimiques, atomes, ou encore les sols et les roches, la nutrition et la digestion, etc. Ces modules seraient utilisés juste avant l'introduction de la notion en classe entière. Troisième piste, inscrire dans les emplois du temps de vrais créneaux de remédiation dans le cadre de concertation en identifiant les marges de manœuvre dont dispose l'établissement et les initiatives à prendre, notamment en matière de partenariat et de mobilisation de la communauté éducative, afin que les enseignants puissent travailler différemment sans être constamment sous la pression du programme à finir. À ce titre, il faut bien distinguer le temps de service des enseignants et le temps des apprentissages des élèves au collège ou hors collège. Quatrième piste, appuyer l'exploitation systématiquement les données qui caractérisent les résultats des établissements pour définir chaque année 2 ou 3 priorités de remédiation par collège et suivre les progrès. Cinquième piste, enfin, intégrer la remédiation dans la formation initiale et continue des enseignants et des encadreurs dans une dynamique de recherche-action appuyée sur des établissements pilotes régionaux afin que les initiatives ne dépendent pas uniquement de projets ou de personnes particulièrement engagées. Pour conclure, je voudrais laisser quelques messages simples à retenir. Premièrement, la remédiation n'est pas un supplément optionnel. C'est un pilier de la qualité et de l'équité au collège. Deuxièmement, les expériences africaines montrent qu'une remédiation efficace est ciblée, outillée et pilotée. Elle repose sur un diagnostic, sur des ressources adaptées et sur un suivi rigoureux. Troisièmement, la mise à l'échelle de ces dispositifs exige de penser en termes de système et non de juxtaposition de projets.
Gouvernance, financement, formation, évaluation. Quatrièmement, les corps d'encadrement que vous êtes ont un rôle décisif. Soutenir l'usage des outils de remédiation en favorisant l'émergence de dispositifs organisationnels adaptés à chaque terrain, créer des espaces de concertation dans les établissements et les territoires, mettre en réseau des équipes mobilisées et partager l'exploitation des données collectées et les retours expériences. Si dans les années à venir, chaque collège ivoirien peut dire « Nous savons où se situent nos difficultés. Nous avons des outils pour y répondre. Nous consacrons du temps à la remédiation et nous suivons ses effets. » Alors nous aurons franchi un pas important vers une école qui ne renonce à aucun élève. Je vous remercie pour votre attention.